Bonjour à tous, chers maîtres, honorable assistance. J'ai le plaisir de vous faire part de ma présentation intitulée Place des sulfamides hypoglycémiants dans la prise en charge des personnes diabétiques à l'occasion des journées d'endocrinologie et de diabétologie du CHU Bab El-Oued pour cette année 2020. Comme introduction et comme il est connu par tous, le diabète de type 2 est une maladie complexe. De par sa physiopathologie, donc incluant entre autres un déficit en insuline et une insulinorésistance, la multitude de complications qu'elle peut engendrer tant sur le plan microvasculaire que macrovasculaire et le terrain de survenue. Donc, il est clair que les patients diabétiques de type 2 accumulent plusieurs pathologies et facteurs de risque le plus souvent, donc HTA, dyslipidémie, obésité, syndrome métabolique et j'en passe. À côté de cela, s'ajoute une diversité des armes thérapeutiques donc destinées à cette pathologie et une révision de plus en plus fréquente des algorithmes thérapeutiques guidant sa prise en charge. Donc, parmi les armes thérapeutiques disponibles pour cette fin, les sulfamides hypoglycémiants, les vieux sulfamides, constituent à côté de la vieille metformine les médicaments les plus anciens en matière de diabète de type 2. Et si la metformine a su défendre sa place malgré tous les challenges, puisqu'elle est toujours recommandée en première intention en dehors des contre-indications bien entendu, les sulfamides ne paraissent pas avoir le même sort devant la désaffection palper à travers les différentes recommandations. C'est pour cela, nous nous posons la question et nous allons essayer de répondre à cette question. Quelle est la place des sulfamides dans les nouvelles recommandations 2021? Sont-ils toujours de mise ou cette classe n'a plus les moyens pour répondre aux objectifs thérapeutiques de plus en plus pointus des patients diabétiques et des praticiens les prenant en charge? Je vous rappelle donc que l'histoire des sulfamides a débuté en 1942 à Montpellier, quand le clinicien Marcel Jambon attribue le décès d'un patient atteint de fièvre typhoïde traité par un sulfonamide à la survenue d'hypoglycémie sévère. Ces constatations ont saisi son collègue, le physiologiste Auguste Loubatière, qui suggère que cet effet est obtenu par stimulation des cellules bêta pancréatiques, donc entraînant une insulinosécrétion. À la lumière de ces travaux, et en 1954, est mis sur le marché le premier sulfamide hypoglycémiant, le tolbutamide. Par la suite, plusieurs molécules voient le jour et donc constitue donc ainsi la première classe thérapeutique destinée au traitement du diabète de type 2. Entre 1960 et 1970, l'étude UGDP, la première grande étude publiée dans le domaine du diabète de type 2, avait fait suspecter un effet néfaste des sulfamides hypoglycémiants de première génération en suggérant que ces molécules pouvaient être associées à un risque accru d'accident coronarien et de mortalité globale. Les conclusions de cette étude ont été largement critiquées, notamment en raison d'une analyse statistique contestable et des biais divers. Justement, l'UKPDS a été initié pour répondre à ces incertitudes. Donc, l'UKPDS a étudié les effets d'une intensification du traitement après donc, la metformine par des sulfamides hypoglycémiants ou par insuline basale par rapport donc, à un traitement hygiénodiététique seul chez des patients diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués et avec un suivi moyen de 10 ans. Et ces résultats infirment, entre autres, les suggestions de sa précédente. En 2008, donc l'année qui a été une année pivot ayant complètement révolutionné l'approche thérapeutique du diabète de type 2, du fait d'une part la publication de résultats de grandes études comme Accord, VADT et Advance, et d'autre part par la décision de la FDA américaine d'imposer des études pour démontrer la sécurité cardiovasculaire pour tout nouveau médicament antidiabétique. Ces exigences donc, ont fait initier une série impressionnante d'essais cliniques contrôlés pour démontrer la sécurité cardiovasculaire des nouveaux médicaments anti-hyperglycémiants. Le traitement pharmacologique du diabète de type 2 s'est considérablement complexifié au cours de ces dernières années et les sulfamides hypoglycémiants semblent perdre progressivement la place qu'ils avaient occupée pendant longtemps. Sur le plan moléculaire, tous les sulfamides hypoglycémiants présentent un groupement moléculaire identique appelé groupement sulfonyluré
auxquels ils doivent leur nom et auxquels ils doivent la majeure partie de leur pouvoir hypoglycémiant, puisque c'est ce groupement qui va se fixer sur les récepteurs et permettant donc d'exercer leur action. Les sulfamides tirent également leur effet antidiabétique par un deuxième groupement chimique, un groupe benzamidique, et qui est assez différent d'un sulfamide à un autre, expliquant entre autres la différence de puissance, donc d'activité hypoglycémiante entre les différentes molécules. Et il est à noter que le glyclaside est dépourvu de ce groupement, ce qui explique donc les différences de cette molécule par rapport aux autres. Concernant leur mode d'action, les sulfamides hypoglycémiants exercent leur action de sécrétagogue puisqu'ils induisent donc une sécrétion d'insuline en se fixant sur leur récepteur, le SUR1. Le SUR1, en fait, c'est la sous-unité régulatrice des canaux potassiques sensibles à l'ATP de la cellule bêta-pancréatique. Cette fixation entraîne la fermeture de ces canaux et une augmentation du potassium intracellulaire par diminution de son efflux en dehors de la cellule. Donc, cette dernière va être responsable d'une dépolarisation de la membrane cellulaire et une ouverture des canaux calciques qui sont voltage dépendants. Donc, l'entrée du calcium à l'intérieur de la cellule va induire vers la fin une insulinosécrétion par exocytose des granules sécrétoires. Et ce mode d'action, il est exercé d'une façon indépendante des taux ambiants de glucose. Cela sous-entend que la sécrétion d'insuline persiste même lorsque les taux de glycémie sont bas ou normaux et qui se traduit sur le plan clinique par l'événement donc d'hypoglycémie. Cette propriété, qui représente un dogme pour certains, a été très débattue par d'autres et surtout par la découverte d'autres voies d'amplification de la réponse des cellules bêta selon les niveaux de glycémie, indépendamment de la voie passant par le SUR1. Les différentes molécules. Alors, comme nous l'avons déjà vu, les différences structurelles font que les médicaments appartenant à la classe des sulfamides sont parfois très hétérogènes et se distinguent entre eux par la durée de vie, par la voie d'élimination, l'existence ou non de protéines de liaison, les métabolites et l'affinité, la spécificité de fixation au récepteur. Et nous pouvons donc distinguer des sulfamides de première génération, des sulfamides de deuxième génération, comme le glyclaside et le glimépéride, et dont les modes de libération peuvent être également modifiés pour permettre une durée de vie plus élevée. Donc, après ce bref rappel sur les propriétés générales des sulfamides, nous allons essayer d'aborder l'histoire de l'évolution des recommandations portant sur le diabète de type 2. Mais rappelons d'abord que le diabète de type 2 est une maladie chronique. C'est l'exemple type de maladie chronique dans lesquelles le traitement doit être guidé par un objectif clair, désigné sous le terme efficience. Elle-même, donc, résultat de 5 composantes qui sont l'efficacité, la sécurité d'emploi, la qualité de vie, la satisfaction du patient et les coûts. Et ces principes généraux devront être pris en considération dans l'élaboration des algorithmes thérapeutiques. Et nous allons prendre comme exemple d'algorithme thérapeutique les recommandations énoncées de manière régulière et conjointement par les experts de l'ADA et de l'EASD. Mais avant cela, revenons rapidement au point de départ, c'est-à-dire les anciennes pratiques qui étaient de vigueur jusqu'à la fin du dernier siècle. À cette époque, les choses étaient très simples. Chez les patients obèses ou en surpoids, donc où l'insulinorésistance prédomine, la metformine était prescrite en première intention et on prescrivait les sulfamides en première intention chez les sujets maigres ou à poids normal, a priori insulinopéniques. En cas d'échec d'une thérapeutique, la deuxième thérapeutique qui a été recusée au départ sera associée et en cas d'échec à la bithérapie, on va envisager une insulinothérapie. Vers la fin des années 90 et les débuts des années 2000, cette période a connu de grandes avancées concernant le diabète de type 2.
vu les résultats de l'UKPDS, l'apparition de nouvelles classes thérapeutiques comme les thiazolindione en 2000 et les médicaments à effet incrétine en 2005, la redécouverte des bienfaits de la metformine en 1995 par les Américains et les progrès majeurs quant à la compréhension de la physiopathologie du diabète de type 2. Tous ces paramètres ont amené en 2009 à proposer un algorithme actualisé de la prise en charge médicamenteuse du diabète de type 2 au sein d'un consensus, donc un consensus qui a représenté dès lors les premières recommandations ADA-EASD. L'année 2012. Dans l'année 2012, il est apparu une nouvelle approche thérapeutique, une approche dite personnalisée ou centrée sur le patient, où les cibles glycémiques attestées par donc les taux d'hémoglobine glyquée et les médicaments utilisés pour répondre à cet objectif devront être choisis en fonction de caractéristiques individuelles du patient. Et les principaux critères à prendre en compte étant la motivation du patient, le risque d'hypoglycémie et les autres effets indésirables, la durée du diabète, l'espérance de vie, la comorbidité et l'association de complications cardiovasculaires et enfin les ressources financières du patient. En prenant compte de tout ça, toutes les palettes des médicaments antidiabétiques disponibles en 2012, entre autres les sulfamides, pouvaient être prescrites déjà en deuxième intention après échec à la metformine. Après 2012, plusieurs mises à jour ont été émises et au fur et à mesure, les rédacteurs de ces recommandations semblent donc réduire considérablement les indications des sulfamides. Il en est le cas pour ces recommandations ADA-EASD 2021 où les sulfamides n'apparaissent que très peu, quasi uniquement sur la colonne tout à fait à gauche, quand des problèmes financiers existent, donc en prenant uniquement en considération le coût. En parlant du coût, il est vrai que l'association sulfamide-metformine apporte le ratio bénéfice-coût le plus pertinent. Et d'autre part, et d'un point de vue réaliste, devant l'explosion de l'incidence du diabète de type 2, surtout dans les pays émergents, comme les montrent les chiffres de l'IDF dans sa 10e édition, où l'accès aux nouveaux thérapeutiques est limité, soit parce qu'ils ne sont pas disponibles ou parce qu'ils sont excessivement coûteux, explique que dans ces pays-là, les sulfamides restent toujours d'actualité. Cela ne veut pas dire que les sulfamides ne sont que des médicaments des pauvres, parce que ces problèmes d'ordre économique concernent également les pays développés où la prévalence du diabète reste toujours élevée avec une augmentation parallèle des dépenses de santé liées à la pathologie du diabète. Et donc, ceci explique que même aux États-Unis, les sulfamides restent parmi les antidiabétiques oraux les plus prescrits et donc leur prescription avoisine les 46%. Mais, donc, il est bien établi que le coût est à l'avantage des sulfamides. Mais est-ce que c'est leur seul avantage? Être moins onéreux. En d'autres termes, est-ce qu'ils répondent ou non aux autres composants de l'efficience qu'on a déjà suscités? C'est ce que nous allons essayer de détailler et nous allons commencer par parler de leur efficacité. Alors, il est admis ces dernières années que la prise en charge d'un diabétique de type 2 doit répondre à une vision globale. Cette vision, donc, doit rechercher et corriger tous les facteurs de risque que cumule ce patient. Cependant, donc, et sans rester trop glucocentrique, l'équilibre glycémique doit rester un impératif et même le top des propriétés de la prise en charge du diabète de type 2, parce qu'il a montré, et à lui seul, un avantage sur la survenue ou la progression des complications microvasculaires, comme l'a bien démontré donc l'étude UKPDS. Les effets sur la macroangiopathie, donc qui faisaient donc un peu débat, sont actuellement bien prouvés aussi après donc les résultats des suivis à long terme de certaines études, donc la post-UKPDS et ADVANCE-ON, par un effet qui est connu actuellement sous le terme de mémoire glycémique ou de l'héritage, et en matière d'efficacité hypoglycémiante, les sulfamides hypoglycémiants paraissent bien faire l'affaire puisqu'ils ont un pouvoir de réduire l'hémoglobine glyquée qui peut atteindre 2%.
Donc, ils font autant mieux que des GLP-1. Cet effet est bien démontré par plusieurs études et prenons l'exemple de l'étude Harmony 3 où donc on ne retrouve aucune supériorité de l'albiglutide qui est un analogue du GLP-1 comparé au glimépiride en ce qui concerne la glycémie et le poids. Et même donc dans cette même étude, le glimépiride a montré une supériorité quand il a été comparé à la sitagliptine. Qu'en est-il de la durabilité? Il a été, donc les sulfamides ont été longtemps accusés d'une efficacité de courte durée, c'est-à-dire un émoussement de leur effet au long cours. Cette propriété est considérée comme une conséquence d'épuisement progressif des capacités sécrétoires de la cellule bêta, longtemps stimulée par les sulfamides. Et donc cet effet, il a été donc évoqué en premier lieu donc par l'étude ADOPT. Dans cette étude, il a été remarqué une baisse rapide de l'hémoglobine glyquée dans le bras glibenclamide comparé au bras metformine ou au bras rosiglitazone, mais au profit d'une réascension, qui est plus prononcée et plus soutenue sur les 5 ans d'observation pour le groupe glimépiride. Donc, ces conclusions ont été relativisées par la même équipe qui a mené cette étude et donc en essayant d'analyser plus en détail les résultats de grandes études et parmi elles ADOPT, et il a été retrouvé dans cet article que cet effet s'observait plus chez des femmes avec un BMI plus élevé, un sous-groupe bien particulier. D'autres études, comme Advance, n'ont pas objectivé un tel déclin, de même que cette étude britannique qui a été menée en vie réelle en comparant la sécurité et l'efficacité du glyclaside MR versus sitagliptine en tant que traitement de deuxième ligne après échec à la metformine. Cette étude a été menée sur une cohorte rétrospective de 9 ans, utilisant la base de données CPRD, donc pour Clinical Practice Research Data Link. Le critère de jugement principal étant le délai d'obtention d'une hémoglobine glyquée inférieure à 7%, et d'autres critères ont été également étudiés secondairement, comme la durabilité et la persistance. Et pour ces deux critères, les courbes se superposaient parfaitement, infirmant un tel effet d'épuisement. Dans cette même étude, un avantage pour le glyclaside a été montré en termes du critère de jugement principal avec une atteinte d'HP glyqué inférieure à 7% au bout en moyenne de 3 mois. Et dans cette étude, 35% des patients qui étaient sous glyclaside avaient plus de chances d'atteindre cet objectif comparé au bras sitagliptine. Les événements d'hypoglycémie, comme le montre ce tableau, étaient généralement très faibles, tant pour le bras sitagliptine que pour le bras glyclaside, avec légèrement plus d'hypoglycémie pour le bras glyclaside, avec une incidence de 0,5% à peu près. En parlant d'hypoglycémie, cet effet secondaire le plus ennuyeux des sulfamides et constitue l'argument le plus lancé en défaveur de cette classe. Il est certes qu'il est 3 fois plus fréquent sous sulfamide que sous inhibiteur de la DPP4, mais il reste relativement très rare si on se compare au nombre de son incidence sous traitement par insuline. Et généralement, il s'agit de malaise hypoglycémiant modéré survenant en fin d'après-midi ou en fin de matinée et en relation avec une activité physique inhabituelle ou un apport glucidique inapproprié. Et donc, il est très important de considérer, quant aux hypoglycémies, les personnes dites fragiles, donc les personnes âgées, polymédiquées, malnutries, insuffisances rénales, qui, eux, sont à risque de survenue d'hypoglycémie sévère, mais pas par rapport à l'effet des sulfamides glycémiants, mais par contre, témoignant plutôt d'une erreur de prescription que par l'effet direct des sulfamides, parce que ces situations constituent des contre-indications absolues ou relatives aux sulfamides.
ces hypoglycémies peuvent être donc évitées, voire réduit, voire évité en titrant la posologie du traitement. Donc, en commençant par la dose la plus faible et augmentant progressivement la dose jusqu'à une posologie optimale. Cette posologie est donc obtenue en tenant compte d'une glycémie donc de référence, qui est la glycémie généralement de fin d'après-midi, qu'on doit donc maintenir dans une fourchette de sécurité comprise entre 0,8 et 1, voire 1,26 grammes selon le profil du patient. Et il est donc à noter que cet effet indésirable, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit dans les essais cliniques, est nettement donc inférieur pour les sulfamides de deuxième génération, ce qui renforce encore les hypothèses de leur possible glucose-dépendance à des doses thérapeutiques, c'est-à-dire en dehors des situations de surdosage. En parlant d'hypoglycémie et à l'arrivée du mois de Ramadan, j'ai choisi cette étude intitulée Dia Ramadan pour attester de la sécurité de cette classe thérapeutique pendant ce mois sacré où la hantise des hypoglycémies s'accentue chez les diabétiques de type 2 jeunes. Alors, le but de cette étude, qui est observationnelle, était d'évaluer l'efficacité et la tolérabilité du glyclaside pendant le mois de Ramadan dans un contexte réel mené dans 9 pays d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Les auteurs de cette étude ont conclu que les patients traités par glyclaside LM pouvaient jeûner en toute sécurité avec un risque très faible d'hypoglycémie et aucune hypoglycémie sévère sans avoir à ajuster la thérapeutique et même dans les périodes de jeûne prolongées. D'autres études ont été menées dans ce contexte, comme l'étude de GLIRA, où les auteurs concluent de l'efficacité et la tolérance du glimépéride cette fois chez les patients diabétiques de type 2, et cela après modification de la prise donc, du glimépéride du matin au soir avec une gestion diététique prudente. Qu'en est-il du cœur? En matière de risque cardiovasculaire, les sulfamides semblent d'emblée perdre la bataille. Après avoir été accusés d'augmenter le risque d'IDM et de mortalité, les hypothèses de perte de préconditionnement myocardique à l'ischémie, l'effet néfaste des hypoglycémies sur le cœur, et donc, malgré les rassurances de l'UKPDS, puisque les bienfaits cardiovasculaires dans le bras contrôle obtenus dans l'UKPDS étaient les patients de ce groupe étaient sous sulfamide. Ceci dit, des questions se posent encore sur la sûreté cardiologique des sulfamides. Pourquoi? Parce que les sulfamides n'ont pas fait objet d'études de sécurité cardiovasculaire, car ils sont nés dans une période où cette exigence n'existait pas encore. Cependant, fait réel, environ la moitié des patients inclus dans ces études de la FDA étaient sous sulfamide. D'un autre côté, des études de vraie vie s'accordent sur cette safety cardiovasculaire des sulfamides, comme cette étude, donc l'étude Carolina. L'étude Carolina est un essai multicentrique randomisé en double aveugle mené sur une période allant de 2010 à 2018 auprès de 6033 adultes atteints de diabète de type 2 et âgés entre 40 et 85 ans. La durée moyenne de l'observation était de 6,3 ans avec pour un bras prise de 5 mg de linagliptine par jour et pour l'autre bras donc une titration du glimépéride de 1 jusqu'à 4 mg par jour. Pour les critères d'évaluation primaire, à savoir la non-infériorité pour un critère composite combinant la mortalité d'origine cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde non mortel et les accidents vasculaires cérébraux, cette étude a vraiment tranché en montrant aucune différence entre les deux groupes. Donc, les courbes se superposent vraiment avec 11,8% d'incidents pour le linagliptide contre 12% pour le glimépéride, malgré le fait que dans cette étude, 35% des patients étaient en prévention secondaire à l'inclusion et que 34% d'entre eux étaient âgés de plus de 70 ans. Alors, Carolina confirme la sécurité des sulfamides hypoglycémiants de nouvelle génération.
Alors, pourquoi cette étude Carolina est si importante? Parce qu'en fait, ces résultats apportent une réponse claire permettant de mettre fin aux préjugés de nature cardiovasculaire sur les sulfamides. Et cela signifie que pour les patients, ils ne vont plus se retrouver dans des situations à choisir entre les aspects économiques et les préoccupations sur leur risque cardiovasculaire. Donc, assez parlant du cœur, qu'en est-il du rein? Alors, dans l'étude Advance qui a été menée avec le glimépiride et le but était d'évaluer l'effet de 2 stratégies thérapeutiques, donc un contrôle glycémique donc intensifié avec une cible d'HB glyqué à 6,5% et un groupe standard sur une durée de 5 ans, donc sur des critères vasculaires. Alors, pour le critère primaire qui était les événements microvasculaires, c'est-à-dire l'apparition ou l'aggravation d'une néphropathie ou d'une rétinopathie, et pour le rein, les résultats étaient très en faveur du groupe contrôle glycémique, avec une baisse de 14% des complications microvasculaires majeures, de moins 21% de risque de survenue d'une néphropathie, moins 30% pour la macroalbuminurie et moins 9% pour les microalbuminurie. Et donc, des résultats vraiment favorables pour la protection rénale par le biais d'un bon contrôle glycémique. Et dans ce cadre, il faudra rappeler le respect, donc l'intérêt de respect des règles de prescription quant à l'adaptation de la posologie par rapport au débit de filtration glomérulaire et par rapport à le respect des contre-indications en matière d'insuffisance rénale pour ces molécules. Alors, tant de disparités existent toujours. Tant de disparités existent par rapport au contraste entre le champ d'usage restreint consacrés aux sulfamides hypoglycémiants par les consensus internationaux, ces consensus qui font eux-mêmes sujet de plusieurs critiques par rapport à la complexité de leur algorithme thérapeutique, au choix des priorités à mettre en avant, la minimisation des effets secondaires des nouvelles classes thérapeutiques et la sous-estimation du rôle de l'adhérence thérapeutique comme étant un élément clé pour la réussite d'une telle ou telle option thérapeutique, contrastant donc avec la reconnaissance meilleure de la place des sulfamides dans les guidelines internationaux et donc les experts s'accordent d'une place toujours de mise pour les sulfamides, comme Monsieur Mathieu Ridel dans cet article apparu dans le Diabetes Care intitulé, et je traduis, donc, verdict pour le glimépiride, efficace et non coupable pour les complications cardiovasculaires ou pour les dommages cardiovasculaires. Je conclus donc, les sulfamides n'ont pas que des inconvénients. Ils possèdent au moins 2 mérites, leur ancienneté qui témoigne avec leur long recul de leur efficacité et de leur sûreté. Deuxième élément, leur disponibilité et leur coût qui permettent un accès continu aux soins. La sécurité cardiovasculaire des sulfamides est actuellement bien établie. Le risque d'hypoglycémie, il est réel, il existe, mais il peut être évité en choisissant bien les indications de leur prescription, donc les règles de prescription et une bonne approche éducative pour le patient. Cet effet ou ce risque, il est considérablement réduit par le recours aux nouvelles molécules de seconde génération. Les nouveaux antidiabétiques oraux ont permis, certes, d'enrichir notre arsenal thérapeutique de prise en charge du diabète de type 2 et nous ont permis de répondre à des besoins qui étaient jusque-là non encore couverts. Tous les clignotants sont en vert pour ces médicaments, en particulier en ce qui concerne la protection cardio-rénale. Cela ne veut pas dire forcément tourner le dos aux molécules les plus anciennes. Pourquoi pas les utiliser en association au sein d'une escalade thérapeutique guidée par les guidelines, centrée sur le patient et basée sur l'appréciation et l'expérience du clinicien pour permettre une prise en charge optimale de nos patients diabétiques. Et je vous remercie.